Bonsoir. Au sommaire du culturel avec la découverte d'un auteur à Sainte-Colombe, du bucolique avec un reportage sur du tabac et de la ciboulette, du sport, basket et rugby. Mais pour commencer, nous recevons Pierre Comarieux et Bernard Castets, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, qui viennent nous parler d'un événement à venir. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien écoutez, le Rotary de Saint-Sevé à Jetmo organise le dimanche 8 octobre un spectacle avec comme artistes Fabien Boeuf et Michel Etcheverry. Donc ce spectacle aura lieu donc à la salle Alain Dutoya, une salle de la Rotonde, à 15 heures. À signaler que cette manifestation elle sera à double effet. Bon, déjà, premièrement au niveau du public, bon, un spectacle agréable et convivial. Et le deuxième, c'est que ce spectacle sera également sera le soutien d'une association qui s'appelle VML, et à savoir qu'à la fin de ce spectacle, de cet après-midi, nous remettrons donc à cette association l'intégralité des bénéfices, donc ils seront reversés en intégralité. Alors l'association, je crois que c'est Pierre qui la représente, alors vous pouvez nous en parler un petit peu? Je représente donc VML ici en Aquitaine. VML, Vaincre les maladies lysosomales, c'est une association qui existe depuis 1990, fondée par un papa qui ne supportait pas ses enfants malades, qui a donc monté cette association. À l'heure actuelle, donc, il y a près de 50 maladies lysosomales, il y a 16 maladies à l'heure actuelle qui sont soignées. Et pourquoi lysosomales? Parce qu'en fait, dans nos cellules, on a un lysosome. Et ce lysosome, pour une anomalie génétique, ne fait pas son travail. Donc toutes les cellules se détruisent et au niveau cérébral. Et donc ce sont des enfants qui finissent par perdre tout leur acquis. Je suis papa d'une jeune fille de 21 ans, Noémie, qui est un grand bébé qu'il faut s'occuper 24 heures sur 24 toute l'année. Et donc, si elle a eu une période heureuse, si elle a fait du cheval, est allée à l'école, elle a fini par perdre tous ses acquis. C'est sûr. J'étais également, enfin, je suis papa également d'une jeune fille de 21 ans, Elodie, que j'ai perdue en 2012. Donc, ce spectacle, en fait, voilà, c'est pour elle qu'on fait ça. Nous, on se bat pour lui améliorer son quotidien, pour récolter des fonds. À l'heure actuelle, il y a des traitements qui sont mis en place, et ces traitements, il faut les financer. Et c'est vrai que VML, à ce niveau-là, fait beaucoup. Et parce qu'un enfant malade, c'est terrible. Ça ne devrait pas, ça devrait pas être. Mais c'est comme ça. On n'a pas choisi. Ça nous est tombé dessus. Donc, à nous de nous battre pour essayer de faire le maximum pour elle, de récolter le financement pour ces terribles maladies. Voilà. Et donc, du coup, pour cette journée, vous avez eu l'aide de beaucoup de personnes. Comment ça se passe, Bernard? Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Mais écoutez, on a été très très agréablement surpris de la chaîne de solidarité qui s'est mise en place et de manière tout à fait naturelle. Je vais commencer déjà par les artistes Fabien Boeuf et Michel Etcheverry. Quand on les a sollicités, ça a été spontané. Ils nous ont dit oui, on sera là. Ensuite, nous nous sommes rapprochés de la municipalité de Agenmo, et je tiens à les remercier également. Parce que là également, donc, il fallait qu'on trouve un local, et la salle donc, de la Rotonde est parfaitement appropriée. Et je remercie également pour la logistique matérielle et humaine donc, qu'ils ont mis en place. Et tu vas avoir des bénévoles un petit peu qui vont participer? Oui, alors des bénévoles, notamment premièrement au niveau du Rotary. Au niveau de l'association VML, à savoir que Pierre est avec nous depuis le départ, parce que c'est quand même un projet qui n'est pas sorti comme ça. Je crois que ça fait quand même 2 ans que nous en discutons. C'est maintenant le moment de le faire. On voulait que ce soit particulièrement bien calé, quoi. Et cette chaîne, elle a continué parce que quand on a voulu mettre un plan de communication, vous le savez très bien, la communication, ça coûte. Et là également, je voudrais mettre en avant donc, l'imprimerie du Martin à Agetmo, Sud-Ouest, Radio France Bleu Gascogne, que j'en oublie pas, Canal Achat vous-même, et également
ça coûte pas très cher, mais nous avons diffusé par le biais de réseaux sociaux et notamment Facebook tout le programme et l'affiche. Et là, j'invite donc nos auditeurs, s'ils ont reçu donc, par le biais de Facebook cette affiche, de le partager Bien sûr. parce que ça coûte pas cher et puis C'est ça peut important. aller très très loin. Et comment on peut faire pour réserver? Alors, juste avant de parler de réservation, Ouais. je voudrais quand même pas oublier les entreprises et Ah oui. les commerces, Bien sûr. Bien sûr. qui également, quand on est allé les démarcher, alors là vraiment, on vendait pas un encart, rien du tout, c'est-à-dire qu'on vendait un don en expliquant ce qu'était VML, en expliquant le cas de Pierre. Et là, je ne peux pas les citer, je tiens quand même à les remercier, ils se reconnaîtront parce que c'est grâce à eux que je pense qu'on est en mesure aujourd'hui de proposer un spectacle de qualité, parce que bon, l'objectif final quand même, il est que nous dégagions le maximum de bénéfices pour aider Pierre Comarieu et son association. Bien sûr. Alors vous me posez une Et donc oui, question pour sur les réservations. la réservation, comment il faut que l'on fasse? Pour les réservations, donc, on peut réserver les places à l'office de tourisme de Hachette-Meaux et de Saint-Sever, je vais y arriver. Et après, donc, une billetterie sera ouverte le dimanche 8 octobre. Alors, le spectacle donc, démarre à 15h et à partir de 14h, donc, la billetterie sera également ouverte. Alors, donc, qui est-ce qui commence par chanter comment ça se passe? Il y a une entracte, il y a peut-être une buvette. Ouais, alors, la première partie donc, sera assurée donc, par Fabien Boeuf. Fabien Boeuf, c'est un auteur, compositeur, interprète. Donc après, il y aura une entracte où il y aura une buvette, vente de viennoiserie, pour en deuxième partie, donc, la prestation de Michel Etcheverry. Voilà au niveau du programme comment ça se passait. Et à la fin, sera remis donc, le chèque donc, aux représentants donc, de l'association. Très bien. Donc on rappelle la date alors une dernière fois? Alors, Pierre? Le dimanche 8 octobre à 15h. À la salle donc À la rotonde. à Alain de Touillard. Voilà. Et si je peux simplement terminer, c'est-à-dire que quand je parlais de chaîne de solidarité, cette chaîne aujourd'hui, c'est tout le travail en amont. Et là, je voudrais m'adresser donc à nos auditeurs et puis j'espère que le public sera très nombreux parce que oui, j'en reviens quand même. Là, on n'a pas parlé du prix de la place. La place donc est à 12 €, est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et cette chaîne, si on veut qu'elle aille jusqu'au bout, je dirais, venez assister au spectacle et je vous assure que vous aurez je veux dire que vous aurez, vous aussi, vous aurez une part dans le soutien au niveau de cette association, parce que quand on écoute le parcours de Pierre et quand on commence, je veux dire, à se plonger sur ce type de maladie rare, je pense que réellement ils ont besoin de tout et ils ont besoin vraiment du soutien et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. Je suis optimiste et j'espère qu'on va remplir la rotonde. On n'en doute pas, en tous les cas, nous sommes là. Merci beaucoup. Merci. Merci. La dernière phase des travaux de réfection des carrefours du centre-ville a débuté. Top. Les ouvriers posent des carreaux en résine imitant les pavés sur le revêtement en enrobé. Il convient de les ramollir par chauffage avant la pose. Cet aménagement a pour but de sensibiliser l'automobiliste en zone 30 de la présence de ces carrefours et des éventuels piétons qui les traverseraient. Il arrive sur une zone piétonne et qu'il nous ralentit.
Gilles Gardère est très connu dans le monde du basket, mais il écrit aussi. Monsieur Gardère, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Gilles Gardère, j'habite à Sainte-Colombe depuis 10 ans, je suis enseignant spécialisé et je suis également entraîneur de basket, puisqu'avant d'être enseignant spécialisé, j'étais éducateur sportif et conseiller technique de basket dans les Landes. L'écriture, ça vous a pris quand? Très tôt, très jeune, c'est très vite devenu un hobby qui a commencé à se savoir d'abord dans le cercle familial, puis après au niveau peut-être dans un cercle plus étendu au niveau des amis. Et puis les gens appréciant ce que j'ai fait m'ont poussé un peu à continuer et puis à chercher un éditeur. Alors ce bouquin, c'est le premier roman que vous éditez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous le présenter? Alors c'est un roman qui a pour toile de fond la saison d'une équipe de basket. Mais ce n'est pas que du basket, je m'en suis servi vraiment comme trame de fond. C'est une tranche de vie, de personnages qui gravitent autour de cette équipe et à qui va arriver des aventures un peu particulières pour certains. Alors les personnages sont vraiment spéciaux, le milieu est un petit peu lunaire. Est-ce que c'est à votre image? Peut-être un petit peu décalé, oui. Peut-être décalé par rapport surtout aux valeurs actuelles. Alors je mets le mot valeur entre guillemets, les valeurs actuelles que draine le basket, puisqu'on est dans une société de consommation, une société qui est de plus en plus libérale et qui perd certains repères, notamment des repères en termes d'humanité, j'ai envie de dire. Voilà. On est dans un milieu qui doit être de plus en plus performant. Et dans un milieu essentiellement rural chez nous, où on se doit avant tout, il me semble, de proposer une activité qui doit avoir du sens pour les habitants des villages, c'est quelque chose que l'on perd parfois un petit peu de vue et que l'équipe de Muse perd en grande partie de vue, notamment son président. C'est quand même un livre amusant à lire? Il y a des moments de franche rigolade, je pense. En tout cas, certains des lecteurs m'ont donné ces retours-là. Il y a un petit peu de tout. Il y a des moments, c'est du tragicomique, il y a un petit peu de farce, il y a un petit peu de vaudeville. Il y a aussi peut-être une amorce de réflexion justement sur quel avenir veut-on pour le basket de nos villages. Alors c'est un petit peu du polar aussi, parce que effectivement il se passe des choses un petit peu louches du côté de Muse. Mais c'est avant tout pour moi comment dire. Bon, je me suis bien amusé en écrivant. J'avais 15 ans et je me disais, Pablo, que vas mourir. Je ne sais pas où je suis, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne peux pas bouger, mais je sens. Je sens cette odeur, forte et enivrante. Quand je dis enivrante, je devrais dire étouffante, asphyxiante pour être tout à fait précis. J'ai beau tourner la tête d'un côté, de l'autre, les effluves arrivent par vagues à mes narines. C'est ce qui m'a réveillé, l'odeur. C'est curieux de constater qu'une sensation du quotidien, plutôt agréable demeurant, peut devenir agressive et agressante dans une situation inadaptée, dans un moment inopportun. D'étranges cabanes de plastique s'alignent sur la route de Montségur. Nous avons voulu savoir de quoi il s'agit. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Colette. On est dans un champ ici. Qu'est-ce que c'est que tu as cultivé? Eh bien, j'ai cultivé du tabac. Et pourquoi tu as fait le choix de cultiver du tabac? C'est une vieille histoire maintenant. Ça date de 1990 où j'ai débuté la culture de tabac sur mon exploitation, que j'ai découvert. J'avais un voisin qui produisait et un copain sur la commune à côté. Et c'est eux qui m'ont donné l'envie de produire parce que j'ai trouvé là une plante séduisante, passionnante, parce qu'en fait on a du tabac en permanence sur l'exploitation, du semis à la vente. Alors justement, comment ça se passe la culture du tabac? Le tabac c'est comme les salades, les choux du jardin, on les sème et on les repique au champ. Alors pour les semer, on a une technique.
Voilà un plateau où il y a 240 alvéoles. On remplit chaque alvéole de terreau et on met une graine. Donc ça c'est un semoir qui fait l'opération. Les deux opérations sont simultanées. Et puis après on met ça flotte, c'est du pourrissement, ça flotte sur l'eau. Donc culture hydroponique. Et on fait ça le 1er mars environ. D'accord. Et ça c'est sous abri, sous tunnel, sous serre, pour qu'il y ait la température, parce qu'en mois de mars, si on le fait ici au champ, ça va pas le faire. D'accord. Donc on fait ça sous abri. Et 8 semaines après, 1er mai environ, le plant a poussé et il est bon à planter. D'accord. Et un plant, tu plantes tous les combien? Ce sont des sillons de... Oui, donc là c'est... Mais vous voyez ici on est entouré de maïs, c'est à peu près comme un maïs, c'est des sillons de 80 cm espace. Et après la compacité de la culture au champ c'est entre 28 et 36 000 pieds hectares. Ah oui. Voilà, donc c'est beaucoup moins que le maïs bien sûr. C'est une plante qui est beaucoup plus volumineuse que le maïs. On cultive des feuilles, on ne cultive pas de graines. L'objectif du tabac, c'est récolter des feuilles. On vend des feuilles et on commercialise des feuilles. Et on fume, le tabac qu'on fume, c'est des feuilles. Alors que beaucoup de cultures, on les produit pour la graine. Et là, c'est des feuilles. Donc, au 1er mai, à partir du 1er mai, on peut planter le tabac en fonction des conditions climatiques. Il se récolte à quelle période? Eh bien, il lui faut 100 jours de croissance pour être bon récolté. Donc, si on plante au 1er mai, on peut dire qu'à partir du 1er 10 août, il est récoltable. Alors, il y a des signes de maturité qui apparaissent. Il jaunit. Ça commence par jaunir les feuilles d'en bas et puis il jaunit. L'ensemble de la plante jaunit. Et on fait un compromis pour déclencher la récolte, que le tabac soit suffisamment mûr pour qu'il ait les qualités requises et attendues par le consommateur. Et c'est le ramassage, il est mécanique, il est manuel, il est comment? Alors moi j'ai fait le choix, il peut être manuel, il peut être mécanique. Moi j'ai fait le choix de la mécanisation. C'est un outil, vous êtes là devant une enfilade de cadres, on appelle ça des cadres à tabac. Donc c'est une machine qui embarque 5 cadres vides. Vous voyez, c'est posé sur les pieds, ces pieds se replient. Donc on étage 5, on embarque 5 cadres vides et puis après la machine elle remplit un cadre, elle le pose automatiquement, ainsi de suite. Et quand les 5 sont pleins, eh bien on remet 5 cadres à nouveau sur la machine et ainsi de suite. Donc mécanisation qui nécessite 2 personnes, une personne sur la machine et une personne pour approvisionner les cadres, pour ravitailler un cadre vide. J'ai produit auparavant en semi-mécanisation, on va dire, ambiance sympa. J'ai embauché 5 jeunes où j'ai partagé une belle expérience avec eux. Eux également, et j'ai d'excellents souvenirs, et eux aussi, quand je les croise, ils m'en parlent certaines fois. Et je suis passé à la mécanisation pour la réglementation, pour me mettre à l'abri parce que je n'avais pas les bâtiments aux normes, l'équipement aux normes, donc pour mettre à l'abri de ça, j'ai choisi la mécanisation et également pénibilité. Là, c'est sûr que pénibilité, et aujourd'hui, je pense que la société aspire à des métiers où on peut faire le maximum de travail avec le confort. Et est-ce que tu as toujours fait avec ce système de séchage comme ça au champ? Ah oui, ça demeure. Alors, auparavant, c'était pas ça. J'ai récolté mon tabac et je l'amenais à la maison. J'avais des bâtiments, je stockais dans les bâtiments. Alors là, vous avez 75 cadres. Et bien, avant, j'avais 2 gros bâtiments et je remplissais les bâtiments. Mais le séchage, c'était le même, c'était l'air naturel. Vous le voyez là, il est là. Donc, là, j'ai récolté ça le 22 août. On est le 21? Oui, 21 septembre. Un mois, voilà. Un mois, je pense que dans 8 jours, il sera complètement sec. Sous le hangar, c'était la même chose. C'est l'air naturel qui sèche. Alors, c'est la variation de l'humidité du matin, de la chaleur de l'après-midi. Le tabac, il faut qu'il reste... On dit qu'il faut qu'il soit sec une fois par jour et humide une fois par jour. Donc, il a un temps idéal actuellement. Et bien, cette année, je pense que on se plaint du mois de septembre, à juste titre.
On se plaint du mois d'août, on se plaint du mois de juillet, mais bon, on est français aussi, on se plaint de beaucoup de choses. Donc, l'expérience, pourtant, avec mes rides et mes cheveux gris, je devrais l'avoir. Et mais non, je constate que cette année, le tabac sèche très bien. Très très bien, je suis surpris. Parce que, effectivement, la théorie dit qu'il faut de la tendance de sec et de l'humide, et c'est ce qu'on a cette année, quoi. Vous voyez les matins de la fraîcheur, de l'humidité, et les après-midi sont secs quand même, parce que l'hygrométrie de l'air, ça se mesure là, et tous les après-midi on a de l'hygrométrie. Et ensuite, la commercialisation, ça se passe comment? Alors, la commercialisation, moi j'ai pas fini mon travail, quand j'ai fait ça, il me reste à effeuiller le tabac, parce qu'on vend la feuille, voilà, une feuille sympa. Quand je dis qu'il faut qu'elle soit humide 2 fois par jour, voilà une feuille de tabac qui est... Voilà. Elle ne casse pas. Elle ne casse pas. On a entendu des petits cracks, c'est la côte qui a cassé, mais le tissu, et je la déplie, et elle est intacte. Voilà. Elle est un peu sèche elle encore, elle n'a pas repris suffisamment l'humidité. Ouais. Donc il y a quelques trous. Et donc j'effeuille, je sépare les feuilles basses. Alors, le pied de tabac, il est comme ça. On appelle ça les feuilles basses. Là. Les cutters, les médianes, les têtes. Je sépare à 4 étages et je vends les feuilles. Je vends les feuilles à ma coopérative qui fait une première transformation industrielle. Et ça veut dire que la coopérative a un outil industriel qui va séparer la côte, la nervure, on appelle ça la côte, voilà. Oui. La nervure principale qui va la sortir pour ne garder que le limbe, le bon produit pour la cigarette, pour le tabac. Voilà. Et après ça, c'est vendu à l'industrie du tabac, donc on ne cite pas de marque, oui. Mais voilà, elles sont connues et c'est eux qui nous achètent ce tabac. Et ça, ça c'est du tabac pour faire le remplissage de cigarettes. Alors c'est du brun clair, c'est du beurre lait, et c'est fait pour faire du remplissage de cigarettes. Ça veut dire qu'avec ça, on va faire 80% du volume. Et après, il y a des tabacs qu'on dit aromatiques, des choses comme ça, qui font les autres pourcentages. Parce que ça, c'est un tabac excellent qui a le pouvoir d'absorber ce que va lui communiquer le tabac qu'on rajoute. Donc, tabac de remplissage pour cigarettes des brunes claires, Gauloiseau blonde par exemple. Ça sent le tabac. N'est-ce pas, Colette? Effectivement. Quand je dis qu'on sème au 1er mars et on commercialise au 15 février. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et c'est une production rentable à ton avis par rapport à d'autres cultures? Ah, oui. Rentable, c'est une culture qui est gourmande en main-d'œuvre. Donc il faut avoir un ratio de temps passé et production et produits bruts hectare. Parce que les charges des main-d'œuvre peuvent très très rapidement entamer la rentabilité, quoi. Tout à fait. Voilà, tout donc, à fait. Bon, après, on ne va pas rentrer dans des détails, c'est pas que je veux rien cacher, c'est pas le souci. Mais j'ai dit l'essentiel, quoi. Attention à la main-d'œuvre, quoi. La main-d'œuvre, quand on fait des bulletins de salaire, eh bien, on prend les bulletins de salaire sur le produit qu'on récolte. Donc il faut un juste équilibre. Alors l'essentiel, c'est de produire suffisamment de volume. Parce que qu'on est en moyenne, l'objectif c'est 3 tonnes hectares de feuilles. Voilà. 3 tonnes hectares de feuilles. Mais si on fait qu'une tonne et demie, on aura le même temps passé. Bien sûr. Parce que les feuilles, il y aura le même nombre de feuilles, elles seront plus petites ou elles seront de moins bonne qualité, mais le temps passé sera le même. Donc ça peut très vite... Et il y a besoin d'irrigation, de traitements spéciaux, comme toute culture, le tabac a besoin d'eau. Moi encore, à part quelques plantes exotiques qui poussent dans le sable, le tabac a besoin de beaucoup d'eau sur une très courte période, début juillet. Voilà. 15 juin, 15 juillet. Il a besoin il est très gourmand en eau. Et si on n'a pas la capacité à lui amener de l'eau, c'est là où on fait 1 tonne et demie d'hectare. Et on a les mêmes charges en face. Donc, moi je dis, sans irrigation, il ne faut pas se lancer dans la production de tabac. J'ai donné, en 90, quand je me suis installé. Je pense même que M. Castera est venu me dépanner, au pied levé,
parce que j'avais quand même la chance d'avoir de l'eau à proximité. Il était venu me dépanner pour mettre un peu d'eau à mon tabac. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, du tabac qui est produit sans irrigation, je ne pense pas qu'en France ça existe. Tous les producteurs de tabac irriguent leur tabac. Et il y a des traitements ou des pratiques spéciales? Pas plus, non, mais le traitement, c'est une plante comme les fruitiers, la vigne, très sujette au milieu. Donc c'est la maladie à surveiller. Voilà. Donc des étés un peu humides, chauds, humides, à surveiller. Donc traitement préventif, on fait 3 traitements, oui, 3 traitements maxi. Parce qu'on a un cahier des charges à respecter pour notre industriel qui nous achète, qui est fidèle et qui nous achète le tabac, parce qu'il veut un tabac qui correspond à l'attente de la société aujourd'hui. Et donc on fait évoluer les techniques de production encore cette année pour livrer un tabac qui n'est pas trop chargé de nicotine, qui n'est pas trop chargé de différents paramètres chimiques, justement pour que le consommateur trouve le plaisir qu'il attend quand il fume. Dans notre série Les plantes aromatiques et médicinales, ce soir, la ciboulette. Bonsoir, me revoilà avec mes plantes aromatiques et médicinales. Vous avez peut-être remarqué qu'elles ont presque toutes les mêmes vertus. Bon, il y a des différences, mais en gros, elles ont quand même beaucoup de vertus en commun. Ce soir, donc, je vous parle de la ciboulette. Ça aussi, la ciboulette, vous connaissez bien. C'est une fleur en touffe qui peut être décorative parce qu'elle fait des fleurs blanches ou des fleurs mauves. Si vous la pressez, elle vous donne une odeur d'oignon puisque c'est la même race. Voilà. Alors, elle est connue aussi depuis très longtemps. Alors, toujours pareil, par les Chinois, voyez-vous. Alors, les Chinois s'en servaient pour combattre les poisons. Était-ce efficace? Je n'en sais rien. Mais la ciboulette apparaît en Europe vers le XVIe siècle, toujours pareil. Elle est appelée appétit. Appétit parce qu'elle est à l'origine de ses vertus. Elles sont apéritives, ces vertus. Pour commencer un repas, ça doit être très bon. Elle est cultivée en Méditerranée, et puis elle revient en Europe, et on la cultive pour ses feuilles. Enfin, ses feuilles bien longues et vides. Alors, les Hollandais qui connaissaient le goût de la ciboulette, qui est très parfumée, la cultivaient dans les prés pour que les vaches puissent paître et parfumer le lait. C'est astucieux. Alors, elle est facile à cultiver, elle est très parfumée, je l'ai dit. On peut la mettre en terre ou dans des pots. Il ne faut pas trop l'arroser. On l'appelle la ciboulette ou la civette. Même aussi la chive, la céboline, voilà, des noms méditerranéens. Plante vivace, elle reste en place toute l'année, voire plusieurs années. Elle agrémente évidemment la cuisine, beaucoup la cuisine. On s'en sert pour les salades, couper un petit morceau, pour faire une omelette de ciboulette, pour le poulet, le poisson, vous voyez. Alors, il faut rajouter, toujours pareil, au dernier moment. Voilà. Alors, pour les courbouillons, les légumes, vous voyez, c'est toujours pareil, le canard, les soupes, on peut la mettre partout. C'est une plante, c'est un condiment qui se trouve dans la cuisine chinoise et japonaise pour remplacer l'oignon. Vous voyez, ils l'utilisent. Bon, voilà. Et on peut la mettre avec d'autres plantes aromatiques dans de nombreux plats. Pour la conserver, c'est très facile. Vous la mettez au frais si il vous en reste, et puis vous pouvez aussi la congeler comme pour le reste. La ciboulette aussi est une plante qui est médicinale. Alors, pour parler, on retrouve toujours les mêmes choses. Antioxydants, à consommer régulièrement. Donc, elle prévient les cancers, dit-on, une étude l'a dit et l'a confirmé, de la prostate, l'œsophage, l'estomac. Elle contient de la vitamine C, de la carotène, donc antioxydant. Elle contient de la vitamine K, attention, anticoagulant, attention si vous prenez des médicaments, antibactérienne, diurétique. Elle contient du potassium, de la vitamine A, de la vitamine B. Elle a des propriétés digestives, apéritives, et on utilise les feuilles et les fleurs. Voilà.
à consommer. Le bulbe, par contre, n'est pas comestible. On dit même qu'il peut être toxique pour les animaux. Donc, effectivement, c'est toxique. Moi, je termine en disant la ciboulette, ça sert aussi pour décorer, parce que c'est très joli en touffe, avec ses fleurs mauves et ses fleurs blanches. Maintenant, consommer de la ciboulette avec de la sauge et de l'ail et du persil. Bon appétit, à bientôt. La SCH, après son succès à l'extérieur de la semaine passée, se devait de faire oublier son échec de la première journée à domicile. C'est le cas. Belle victoire aux dépens du Real Chalossé. C'est une grosse deuxième mi-temps et comme quoi on a progressé par rapport à Valence parce que c'était le même scénario et au lieu de couler nous on a été très costaud. Ils ont rien lâché du tout et ils sont restés dans les consignes du coup ils ont fait ce qu'on a essayé de leur demander et ils l'ont fait avec brio et leur talent après a fait le reste dans les situations compliquées. Basket encore, samedi soir, après une minute d'applaudissements en hommage à Roland Jouglin, le HDC n'a laissé aucune chance au Stade Montois lors du premier derby de la saison. Une belle victoire qui permet aux Chalossés d'occuper la première place du classement. Après une minute d'applaudissements en hommage à Roland Jouglin,
Les Agenmoussiens malchanceux s'inclinent à domicile pour la deuxième journée du championnat face à Nafarroa. En ta mémoire, Roland, nous allons faire une minute d'applaudissement pour te remercier. Cette semaine, c'est Jérémy qui nous envoie des photos de son voyage au Canada et aux États-Unis. N'hésitez surtout pas à faire comme lui, si par hasard vous êtes hors de notre canton. Ce journal est maintenant terminé. Bonsoir, à la semaine prochaine.